Salut à tous et bienvenue encore dans cet épisode de votre magazine consacré à l'art, Les Grandes Lignes. Dans cette édition, nous poursuivons la conversation entamée dans notre numéro précédent avec deux plasticiens mauriciens résidant en France, dans le cadre de leur exposition de l'île Maurice à Paris. Suivez la ligne. Cette exposition de Geneviève Beaunieu et de Didier Wang, donc, se tenait du 29 mai au 19 juin à l'Atelier, atelier-galerie de Geneviève elle-même, située rue de Lappe dans le 11e arrondissement parisien. Cette exposition rassemblant les peintures contemporaines aux saveurs pop art de Didier Wang et les œuvres sculpturales de Geneviève Beaunieu aura été l'une des premières manifestations liées à l'art plastique à Paris depuis le lever du confinement en cette année 2021. Vous pouvez revoir la première partie de cette conversation avec les artistes sur notre compte YouTube, mais pour l'heure, nous poursuivons la discussion avec nos deux protagonistes. Entrée en matière avec Geneviève qui parle de ses impressionnants paravents. Geneviève, j'aimerais peut-être parcourir un peu les différentes pièces que vous présentez. Celui-ci, c'est un travail sur la matière. En fait, il y a du bronze qui est sur la fibre de verre, du bronze patiné, de la feuille d'or. En fait, le travail des matériaux, c'est très important pour moi. Et c'est ce que les paravents me permettent de faire par opposition à le papier ou la toile. Après, il y a plusieurs pièces qui sont faites qu'avec des bonbons. Les bonbons sont translucides, un peu comme des tesselles de verre, un peu comme des vitraux. Je crois aussi avoir vu parmi vos œuvres justement certaines œuvres sculpturales mais en forme de bol. Souvent on établit une distinction entre l'art et l'artisanat, mais en même temps vous êtes un peu justement pas à la frontière de cela. Il semble que vous abolissez cette frontière et vous dites ce talent, cette intelligence de la main, justement, elle fait aussi partie du discours artistique. En fait, moi, je distingue très clairement l'artisanat et l'art, parce que l'artisanat, c'est fait à la main, il y a une part de création, mais on peut refaire le même objet. Par exemple, on peut faire un vase, on refait le même vase. L'art, ce sont des pièces uniques. Et moi, c'est mon cas, je ne fais que des pièces uniques. Ceci dit, il y a une partie de mon travail qui va vers l'utilité, c'est-à-dire functional wear. Mais moi, je revendique ça, un peu comme au Japon, que même si on se sert d'un objet, c'est pas parce qu'on s'en sert que c'est moins une œuvre d'art, que c'est moins une sculpture, que si on ne fait que la poser quelque part. Ce sont vraiment des créations uniques, mais ça relève aussi d'une créativité et des pièces uniques finalement. Mais dont on peut se servir, on peut en faire toutes sortes de choses et selon la manière dont on s'en sert, par exemple ces coupes-là, ces vases, si on en fait un saladier ou un cache-pot ou qu'on les inverse, on fait un abat-jour, la manière dont on s'en sert participe de la création, apporte encore quelque chose à la création. C'est pas parce qu'on peut s'en servir que c'est utilitaire, que ça n'est pas créatif et esthétique et nouveau et intéressant. En fait, je ne veux pas faire une scission entre les deux. Dans la forme paravent.
vous en parliez, il est beaucoup question justement de translucidité, de transparence, ou alors de forme mais de trous au travers desquels on peut voir. Est-ce que c'est subconscient ou bien c'est très justement, il y a une intention très définie par rapport à cela? Je pense que c'est délibéré, c'est voulu. Je travaille en découpant, en rajoutant, en mettant des cordes, des bonbons, toutes sortes de choses. Oui, c'est-à-dire que tous ces matériaux et tous ces modes d'action, ça me donne infiniment plus de modes d'expression en fait. Mes paravents qui sont plutôt peinture sont translucides, mais quand je travaille la matière, le bronze, disons, ou le métal, là, ça n'est plus translucide. En fait, il y a un travail, une réflexion aussi par rapport à la lumière. Quand Geneviève travaille le bronze, les feuilles d'or, etc., il n'y a pas cet effet de transparence, mais en revanche, elle introduit des percées visuelles dans son travail et qui apportent en fait de la lumière. Tous les paravents, en fait, qu'elle produit, il me semble, oui, est un travail qui est réfléchi par rapport à une situation in situ, mais aussi par rapport à la lumière. À la lumière, oui. Oui, c'est sûr que le métal, sous ses différentes formes, disons du fer patiné, ça absorbe la lumière et évidemment la feuille d'or, ça fait ressortir la lumière et avec ça, on peut faire des choses, des combinaisons à l'infini. Parler du bronze, des métaux, de la feuille d'or, qui sont un peu ces matières nobles de l'art en même temps, ces matières qui ont voilà, une résonance avec voilà, des grandes disciplines artistiques. Par contre, justement, il y a aussi le bonbon qui est quelque chose de très, voilà, de très, comment dire, démocratique. Ce que je trouve intéressant, c'est d'associer justement des objets de la vie quotidienne, très grande consommation, comme les bonbons ou les petites figurines, des petites poupées en plastique, avec les grandes matières traditionnelles comme le bronze et l'or. C'est-à-dire associer les disciplines, les grandes disciplines classiques de l'art occidental, avec les objets de grande consommation moderne. Il n'y a pas de raison de ne pas les mettre ensemble aussi. Et en fait, je mets du bronze et de l'or sur du plastique, au fond, parce que la résine, chimiquement, c'est une forme de plastique. C'est aussi un matériau très moderne, hein, que la résine, on fait les hublots d'avion, on fait le soubassement des routes, on fait les skis, les surfboards, tout ça. Et associer ça avec le bronze et l'or, c'est ce qui me semble intéressant, oui. Et c'est cela qui fait la richesse en fait de l'œuvre, d'avoir cette dichotomie entre les matériaux, les matières utilisées. Et c'est en cela en fait que les paravents de Geneviève sont très très contemporains. Garçon, des enfants qui sont venus, un petit garçon qui regarde et puis qui me dit « Mais madame, tous ces bonbons, vous les avez achetés ?» Alors je lui dis « Non, non, c'est Haribo qui me les a envoyés. » Alors il regarde et me dit « Oh, le gaspillage !» Cette différence de point de vue qu'on peut avoir sur une œuvre, finalement, voilà, peut-être qu'un artiste, lorsqu'il crée, n'a pas nécessairement en tête la réaction d'un enfant face à quelque chose. Et puis, paf, soudain, oui. C'est intéressant pour vous qu'on puisse lire ça d'une façon complètement mais oui. décalée. Ouais. Mais oui, du point de vue de l'enfant, ce qu'il fallait faire, c'est pas exposer les bonbons, c'était les manger, évidemment. Du point de vue de l'enfant, mais pour moi, c'est très amusant. Et puis, je pense que cet enfant aussi apprend quelque chose, à savoir qu'un objet qu'il mange peut être vu aussi de manière différente, oui.
peut-être, oui, on oublie en fait comme un objet d'exposition. Je pense que lui aussi, ça change son point de vue. L'exposition est terminée le 19 juin, c'est ça? Parlez-moi des œuvres de votre côté, Geneviève. Est-ce que c'est difficile de les voir partir? Non, non, c'est pas difficile de les voir partir. J'ai l'habitude, heureusement, parce que quand... si on n'a pas l'habitude de voir partir ses œuvres, c'est mauvais signe. Non, et puis c'est très intéressant de les voir dans différents contextes, différents cadres, de les retrouver après plusieurs années. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment envie de garder, mais par exemple, j'ai une Madone avec des jumeaux que j'ai exposé là. En fait, je l'ai déjà exposé il y a quelques années. Je l'ai gardée. Pourquoi? Pas parce que je veux la garder éternellement, c'est parce qu'elle attend sa place. Cette Madone, je voudrais qu'elle soit dans une église, un retable comme ça dans une église, ou dans un hôpital. Parce que c'est le sens de cette Madone qui a deux jumeaux, un qui est en pleine forme, l'autre est en mauvaise santé. Elle partira quand elle aura trouvé sa place. Voilà. Sinon, les autres par avance, c'est un peu bon qui l'achètent, mais certains ont une place particulièrement importante pour moi. Didier, la même question. Est-ce qu'il y a des pièces auxquelles vous étiez peut-être attaché en tant que peintre? Non, je ne m'attache pas trop à mes œuvres. Au contraire, ça me fait plaisir en fait quand d'autres veulent en fait faire l'acquisition. Là, pour cette exposition, par exemple, j'en ai vendu 4. Il y en a un qui part à New York et les 3 autres à Paris, dont il y a un collectionneur qui avait acheté une de mes œuvres il y a 12 ans, il me semble, et qui a décidé de racheter une deuxième 12 ans après. On crée, c'est pour donner à voir. Le but en fait c'est ça, le but de faire une exposition, c'est pas forcément de faire absolument des ventes, mais c'est vraiment de donner à voir ce qu'on a produit, ce qu'on produit. Alors, je vais aborder justement la thématique que Didier a annoncée tout à l'heure parce que lorsqu'on regarde la façon dont le monde change, bon, tout le monde célèbre un peu le numérique, voilà, comme on est là, comme étant la nouvelle façon justement de communiquer entre personnes, entre êtres humains, aussi peut-être de vendre des œuvres, etc. Est-ce que vous pensez que justement ces temps qui changent, est-ce que ça, je ne vais pas dire que ça rend le présentiel caduc, mais que finalement aujourd'hui, est-ce que le présentiel est un peu menacé quand même par rapport aux activités artistiques? Je pense que le présentiel devient encore plus nécessaire. Ça se divise en deux, mais l'un aide l'autre en fait. Grâce au numérique, on arrive à donner à voir beaucoup plus facilement puisque tout le monde peut voir avec de bonnes couleurs, de bonnes reproductions ce qu'on fait sur Internet. Donc ça nous rend service. Parce qu'avant, il fallait transporter tout pour que les gens le voient, c'était épuisant. Donc c'est une bonne chose, mais je pense que ça donne encore plus envie aux gens d'aller voir. Et je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Au contraire, je pense que le numérique nous aide beaucoup. Et puis on peut faire aussi les deux. On peut diffuser certaines œuvres numériques aussi qui ont été faites sur ordi, des peintures sur ordi, des choses comme ça. Et ça aide. C'est comme l'édition électronique. Je pense que ça fait lire plus que la librairie papier uniquement, je crois. Et puis pareil pour la musique, les enregistrements, ça n'a pas tué les concerts, au contraire. Ça permet à davantage de gens de connaître la musique et après ils ont envie d'aller écouter les artistes.
Avant qu'il y ait les enregistrements, je pense que tout le monde écoutait beaucoup moins de musique. Vous me parlez justement de ces œuvres produites numériquement, bon, qui gagnent un peu de l'ampleur. Vous avez peut-être dû entendre parler des NFT dont tout le monde parle en ce moment. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que ça fait peur ce truc-là? Ou bien c'est juste bon, c'est un truc qui s'ajoute à toute la gamme de ce qui existe déjà. C'est un truc en plus. C'est comme les bitcoins, la monnaie électronique. C'est pas prêt de tuer les devises nationales, ou en tout cas, il faudra que tous les systèmes changent radicalement. En tout cas, non, je pense que ça complète. C'est plutôt amusant, je trouve, les NFT. Mais je ne crois pas du tout que ça menace le marché de l'art. Au contraire, pareil, ça va le démultiplier. Le présentiel, je pense que c'est très très important. Je pense que le contact direct avec les œuvres d'art, c'est-à-dire les visiteurs, les spectateurs et l'œuvre d'art est très important. On n'a pas la même vision, on n'a pas la même lecture quand on regarde quelque chose sur Internet ou ailleurs que en présentiel. Bon, c'est un vilain mot, en in situ. Ouais, in situ, ouais. D'autre part, concernant le numérique, l'art numérique est un art en fait qui est en train qui se développe depuis quelques années déjà. Ça a commencé avec le coréen Nam June-paik, puis délaissé, puis c'est revenu. Et j'ai envie de dire en fait que c'est une tendance. À la fin des années 90, début 2000, on parlait beaucoup de la disparition de la peinture. Par exemple, moi, quand je suis arrivé en 95 à Toulouse, on était très peu en fait, d'étudiants à pratiquer de la peinture, à faire de la peinture. Ensuite, quand j'ai commencé mon doctorat, j'étais parmi les seuls à faire de la peinture également. D'ailleurs, en fait, une partie de ma thèse traite de cette supposée disparition de la peinture et comment, en fait, on pourrait réinventer la peinture, c'est-à-dire la rendre un peu plus contemporaine. Donc, pour en revenir à l'art numérique, je pense en fait que c'est aussi un phénomène de mode et que dans quelques années, je pense, on va le délaisser au profit de quelque chose d'autre. Concernant le NFT, je suis un peu sceptique. Bon, c'est sûr que c'est une grande tendance actuellement. Que ça fait beaucoup parler, mais ça reste du virtuel et on est essentiellement sur de la spéculation, alors que je pense que l'art doit être quelque chose de concret. Quelque chose qui se montre, quelque chose qui soit palpable. Non pas que en fait le numérique n'est pas bien. Il y a des œuvres en fait, par exemple les œuvres de James Turrell qui sont vraiment magnifiques. Il travaille énormément avec de l'ordinateur. Visuellement c'est époustouflant. Mais je veux dire en fait quand on achète une œuvre via le système NFT, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça. Quand le designer, je pense que vous l'avez certainement lu, qui s'appelle Beeple, qui pendant 13 ans en fait a fait des choses quotidiennement et qu'il a pu vendre
aux 2 millions d'euros et qu'avec la spéculation, la Maison Christie's a pu vendre l'ensemble de ses œuvres à 69 millions d'euros. Ouais. C'est de la pure spéculation. Donc, alors, ce qui est dommage en fait avec le NFT, c'est que les gens spéculent et en fait la dimension artistique passe au deuxième plan, au troisième plan. Et qu'est-ce qui fait en fait une œuvre d'art, mis à part la pratique de l'artiste, c'est aussi en fait les critiques d'art. C'est aussi les marchands d'art, c'est aussi les galeries, c'est aussi les commissaires d'exposition, etc. Donc tous ces gens-là, en fait, tout d'un coup, ça disparaît et on juge une œuvre juste avec de la spéculation, juste parce que là aujourd'hui, ça a pris 30%, le lendemain ça a pris 50%, et donc tout le monde va se ruer vers quelque chose qu'ils ne comprennent même pas. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu dans tout ça. Mais comme Geneviève a dit, ça participe aussi à la dynamisation du marché de l'art. Voulu rajouter, c'est que j'aimerais beaucoup qu'on soit invité à Maurice. Okay. J'aimerais beaucoup qu'on représente notre exposition. Enfin, elle sera un petit peu transformée, bien sûr, bien évidemment. J'aurais bien aimé refaire quelque chose comme ça dans le contexte mauricien. Il y a Zahira Muti qui a créé un événement il y a 2 ans, donc en 2018 il me semble, où elle m'avait invité en fait en tant que panéliste pour intervenir lors d'une conférence, mais elle m'a aussi invité à exposer. Maurice possède un vivier de talents et d'artistes, je dirais très performants, qui se situent même qui peuvent se situer au niveau international. Sur ce, je vous remercie. Fin de cette conversation et de cette édition. En espérant que ces perspectives de 2 plasticiens mauriciens vous auront ouvert quelques horizons, nous vous disons à la prochaine. L'exposition était visible uniquement en présentiel, mais vous pouvez suivre le travail en cours de ces 2 compatriotes à travers leur présence sur la toile et leur compte Instagram. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour d'autres perspectives artistiques. Restez en ligne.